Bonjour Marc-Gabriel, comment ça va? Bonjour, Bien? bonjour, bonjour Nicolas, ça va très bien et vous? Ça va, ça va, ça va. Écoute, je me suis chauffé un peu sur la revue de presse. La tension va pouvoir baisser et dans 10 minutes maximum, Raphaël prendra la suite de cet entretien. Est-ce que l'on commence, Marc-Gabriel? On était dans les miasmes il y a 5 minutes de la politique parlementaire, de la politique gouvernementale. Je crois que vous aviez quelque chose à nous dire, entre autres, sur Bayrou, sur qu'est-ce qu'on pourrait commencer par quoi? Voilà, Bayrou, le budget, par exemple, Oui, Marc-Gabriel. l'intérieur, le gouvernement Beyrouth Secours porte bien son nom puisque ça y est, on a un budget. Les socialistes ont encore trahi leur position de base. On rappelle qu'il y a moins d'un an, ils étaient alliés avec LFI, les écologistes, et ils ont trahi au final par responsabilité. C'est toujours important de rappeler la responsabilité. Il faut que la France ait un budget. Donc, il faut quand même le dire, la manipulation, et vous l'avez très bien rappelé, en désignant le gouvernement actuel, malgré, on va dire, les sorties de Retailleau et Darmanin, c'est un gouvernement Macron. Voilà. Mhm. Donc, le gouvernement Macron 5, 6, 7, je ne sais plus comment on pourrait le désigner, a quand même réussi à adopter un budget. Alors, c'est pas une victoire sur le long terme, mais on voit quand même que Bayrou a fait preuve de plus de diplomatie, ou en tout cas de finesse C'est ça. politicienne dans les coulisses, notamment parce qu'il est reparti sur un budget comment, qui n'était pas le projet initial du gouvernement, mais davantage un travail de collaboration entre les parlementaires, entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Il est parti sur ce texte de base-là, ce qui a permis quand même au moins de montrer une faculté de compromis. Je crois que je ne sais plus quel ministre a parlé voilà, de la capacité de compromis de ce nouveau gouvernement avec les parlementaires. Bah, ils ont Bon, même taxé Bayrou de Colombo, hein, l'inspecteur Colombo. Je disais, et sa femme qu'on ne verra jamais, c'est probablement la République c'est ça, c'est ça. Mais bon, après vénézuélienne. comme vous l'avez très bien dit dans vos différentes chroniques, c'est-à-dire après sur le fond, on se félicite juste d'avoir un budget parce que concrètement, bon, il y a des hausses d'impôts cachés qui n'ont pas été annoncées. Bon, ce qui est presque normal hein, dans une situation avec un déficit public colossal. Il y a même certains, là où on pourrait le noter et faire un pari pour la fin d'année 2025, certains disent que le budget est insincère, de la même manière que le budget 2024 avait été adopté en sachant que des recettes ne seraient pas à hauteur de ce qui est prévu. On rappelle les dérapages de 25 Il est à 30 insincère. milliards. Il est insincère. Bon, Il est après, insincère. Ça contrevient. D'ailleurs, ça devrait, rien que ça, c'est un grand principe. L'insincérité, c'est comme le principe d'universalité, c'est comme les grands principes des finances publiques. Ça pourrait valoir tout simplement que le juge constitutionnel considère que le budget est insincère et que donc il est retoqué. Si on respectait la loi, ce serait ça. tout à fait. Bon, je vous ai entendu contre votre diatribe des juges administratifs. Malheureusement, oui, en fait, c'est ça. Bon, là où on voit que ça s'apparente à une république des juges contre le peuple, on va dire, sur certains sujets, notamment l'immigration. En fait, on voit bien que les différentes juridictions, le Conseil constitutionnel, est-ce que c'est réellement une juridiction? Ça, on pourra en reparler. Mais en tout cas, les différentes juridictions ne jouent pas leur rôle. Que ça soit là, on parle même en ce moment d'une possible nomination justement de Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel. Repris de Donc on justice. va encore arriver à un état de copinage et de conflit d'intérêts. Repris Au- de justice. C'est une habitude. Il nomme des repris c'est de ça. justice. Donc, faut pas s'attendre à une grande efficacité de nos juges pour sanctionner les errements et les fautes du gouvernement. Après, là où c'est quand même intéressant, c'est que, bon, au final, vous voyez, il y a quand même un budget. C'est-à-dire, il y aurait.
bon, ça veut pas dire que le gouvernement va tenir jusqu'en 2027, mais il y a toujours quand même cette volonté de certains de sauver ce qui est à sauver, c'est-à-dire il y a une élite politique à la fin qui arrive à s'entendre quand il faut préserver les intérêts des uns et des autres, surtout de certains politiques. On voit que la trahison, l'énième trahison des socialistes, bon, qui dans l'histoire, on pourrait les énumérer longuement, faire une liste assez importante, montre que c'est un peu le débat qu'on avait eu à la fin de l'année 2024. En fait, il y a une classe politique qui est vérolée dans son ensemble, et cette non-censure qui est en fait une non-cohérence. Après, c'est pas comment dire, les LFistes qui sont une engeance dégénérescente de la vie politique française ont quand même au moins le mérite d'être cohérents. C'est-à-dire, en fait, ils ont voté la censure à la fin de l'année 2024. Normalement, les socialistes devaient revoter la censure pour un budget, même s'il y a des variations et des manipulations et de la politique politicienne, était globalement le même budget qu'avait proposé Michel Barnier, sauf sur la forme. Donc là, on voit, c'est pour ça qu'on voit, d'un côté, ils ont réussi à préserver les apparences. La France a un budget, nous sommes sauvés. C'est-à-dire, en fait, ça y est, on peut lever la dette pour financer nos dépenses publiques. Mais d'un autre côté, on voit bien qu'en fait, c'est un système qui est en bout de souffle, qui est à bout de souffle, pardon, et en bout de course. Et c'est assez révélateur de la suite. Alors, certains parlent une nouvelle dissolution. Moi, personnellement, je n'y crois pas beaucoup, parce que là, Macron aurait vraiment tout à perdre, à part s'il souhaite réellement mettre le Front National, le Rassemblement National, au poste de Premier ministre pour les griller pour 2027. Voilà, ça peut être une S'il pouvait se stratégie. représenter, oui. S'il avait Ouais, eu la possibilité de se représenter, il aurait fait le coup de Mitterrand. Il les aurait usés, il se serait fait réélire une troisième fois. Mais comme il ne peut pas se représenter, c'est peu probable. bah, voilà, là, on va voir ce qui va se passer. Et puis, on voit qu'il y a un climat, on y reviendra peut-être après, il y a un climat dans l'Union européenne qui est quand même délétère, hein. Là, il y a eu une réunion du Conseil européen où, en fait, on voit la panique. Ils savent plus où donner de la tête, qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, le grand ami américain, est-ce qu'il va toujours nous protéger, au moins en façade, comme c'était le cas avec Biden? En fait, ils voient que là, il y a quand même une hostilité de la part de l'ensemble des blocs, il y a une défiance à l'intérieur même de l'Union européenne, des peuples contre l'Union européenne. Donc, on va sûrement en parler avec Raphaël, mais il y a des adaptations déjà réglementaires. On avait parlé on va dire, de l'effondrement de l'agenda vert. Là, même l'Union européenne commence à essayer de rediscuter les politiques ESG, environnementale, sociale et de gouvernance. Vous galopez vite là, dans les éléments que vous voulez développer là. Ne galopez pas si vite, Marc-Gabriel. Juste une dernière question, et je vous laisse entre les mains de Raphaël. Vous vouliez évoquer la question énergétique en France? Oui, il y a EDF alors évidemment, dans une France déliquescente, on se félicite de tout ce qui ne part pas en lambeaux, sachant qu'EDF, en réalité, il y a une annonce qui a été faite, c'est-à-dire la France n'a jamais eu autant de résultats sur ses exportations d'électricité à l'étranger. EDF a annoncé 5 milliards de profits, alors que sur les années records depuis 2000, on était plus entre 1 et 3 milliards d'euros. Donc, tout le monde se félicite sur Mais cette l'État va le reprendre. Hein. capacité. L'État va Évidemment, oui, tout oui. reprendre. Hein. Oui, oui, et puis en réalité, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire tout le monde se félicite. Alors c'est vrai qu'en France, on n'a plus trop l'habitude d'exporter et d'avoir une politique d'exportation à succès, donc tout le monde se félicite sur ces 2 milliards en plus. En réalité, EDF rencontre de grandes difficultés. Alors pour faire le lien avec le gouvernement, en fait, il n'y a aucun plan de fond et une vision stratégique et énergétique pour le développement de notre parc nucléaire. C'est presque une victoire à la Pyrrhus, c'est-à-dire en réalité, on vous montre un chiffre, ah, on bat notre record d'exportation d'électricité, regardez comme tout va bien. Mais en fait,
EDF est une entreprise qui est fortement endettée, où l'État éponge les dettes, parce qu'en fait, elle a été gravement ouais, elle a été et du coup reprend tous les profits, ce qui empêche d'investir, C'est parce qu'elle ça. a été Oui, c'est ça. gérée d'une façon catastrophique. Et là, c'est Luc Rémont, un ancien de Banque America, qui a été nommé. Et en réalité, il n'y a pas de réelle politique à long terme sur l'investissement dans notre infrastructure nucléaire et donc électrique. Et on s'aperçoit avec ce chiffre que la France, en réalité, a le nucléaire, donc qui fonctionne plutôt assez bien, mais en fait consomme encore actuellement 60% d'énergie fossile. Donc, ce qui est énorme. On est en 2025 et dans le même temps où on annonce ces chiffres, on explique. Alors, notre principal acheteur sur 2024, c'est l'Italie, qui a acheté 32% de notre exportation vers l'étranger. Donc, c'est logique aussi. Hein, ce sont les pays limitrophes comme l'Allemagne, l'Italie, la Suisse qui achètent en grande partie notre électricité, parce que vous savez, c'est un réseau avec des nœuds et des connexions. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que en même temps, ils annoncent dès 2032 une réduction à 35% de la consommation d'énergie fossile. Donc 2025, on est à 60% et ils vont réussir à nous faire aller à 35% de consommation d'énergie fossile, ce qui est quasiment impossible. Et en 2050, zéro. C'est-à-dire là, on est à 60 et en 25 ans, on doit passer de consommation d'énergie fossile de 60% sur l'ensemble de l'activité française, hein, à zéro en 2050. Donc ça me paraît compliqué quand même Si, à moi, atteindre. j'ai une solution. J'ai une solution, Marc-Gabriel. On met la clé sous la porte. Bon, je pense que ça va être le cas parce que pour faire Ça, le c'est lien avec bon. Peut-être même cette avant. annonce, oui, Peut-être même avant. cette annonce de cette victoire sur des exportations électriques, dans le même temps, on a des annonces sur la France. Alors, j'ai appris que l'année 2025 allait marquer la fin de la réindustrialisation en France. Alors moi, personnellement, je ne l'ai pas vu, la réindustrialisation en France, mais apparemment, elle avait commencé. Et nous explique que du coup, 2025, à cause de nos difficultés énergétiques, j'en ai parlé la semaine dernière, le coût du gaz est 5 fois plus cher qu'aux États-Unis et le coût de l'électricité est 3 fois plus cher qu'en Chine. On nous explique que en fait, notre industrie va passer un crash test. 2025 est l'année crash test. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir crash. Je ne Il sais va y pas avoir si c'est crash. test, Ce test, mais, peut-être pas. mais voilà, là, on nous lance des plans. Alors, on en reparlera peut-être avec Raphaël, mais Bah, malheureusement, la vraie problématique, c'est une problématique énergétique. Et pour faire le lien avec le premier sujet, en fait, dans le débat politique actuel, alors on est beaucoup sur l'immigration et tout, ce qui est logique, qui est un réel problème, mais en fait, personne ne parle de l'enjeu stratégique de l'énergie et de notre liquidation là, c'est même plus du long terme, c'est à la rigueur moyen terme, 5 ans, c'est-à-dire notre liquidation énergétique. S'il n'y a pas une reprise, moi je le dis depuis le début, s'il n'y a pas une reprise du dialogue avec nos frères européens russes, nous sommes morts. C'est-à-dire, s'il y a pas, et on le voit avec l'électricité, parce qu'en fait, l'électricité, le parc nucléaire a été aussi construit pour être, développé à côté de la consommation d'énergie fossile. Et je vous parle pas d'énergie renouvelable, les éoliennes, le photovoltaïque, où la France, même avec la meilleure volonté, a liquidé tout un pan de son industrie. Il faut rappeler qu'il y a 20 ans, la France était le leader en panneaux photovoltaïques. On était un des leaders mondial du panneau photovoltaïque. Et en 20 ans, malgré l'agenda vert et le narratif vert, on a réussi à liquider ce pan de l'industrie pour le transférer à la Chine. Donc, et ces enjeux ne sont pas débattus à l'intérieur de notre classe politique. Et ça, c'est quand même dérangeant, voire affligeant. Vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.